Aujourd'hui, nous continuons notre enquête sur le glissement de l'art moderne vers le contemporain et nous allons parler d'Allemagne, de cette après-guerre où la peinture redevient, dans cette période 64-70, 80, redevient pas à la mode, mais un moyen qui n'avait pas tout à fait disparu d'ailleurs. Et cette peinture, on la retrouve en Angleterre, on l'a vu hier avec les descendants du pop art anglais. Va la retrouver avec des descendants du pop art américain. C'est une peinture, vraiment peinture. On la verra cette semaine avec la figuration narrative. Euh, et aujourd'hui avec l'Allemagne, parce que finalement, mon chapitre de la semaine, c'est celui du devenir cinéma de la peinture. Et on va voir que il se passe quelque chose de très passionnant dans cette histoire d'après la guerre. C'est que c'est un terme qui est un peu facile et qui est compliqué à expliquer. Si nous avons la suite de ces épisodes après les vacances, j'y viendrai. C'est ce qu'on appelle le postmoderne, c'est-à-dire après la modernité. Je vais expliquer rapidement en quoi ça consiste. C'est compliqué parce que c'est très facile à comprendre, très facile. Euh, on va voir aujourd'hui un peu de Beckmann, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie. Polke, et on m'excusera mon accent allemand, je n'en ai pas. Baslitz, Markus Lupertz et Gerhard Richter. Un petit coup de Fassbinder juste avant. Dans ce livre, Poche, alors c'était mon directeur de thèse, Marc Jiménez, donc il est tout à fait vivant, il vous embrasse, hein, on le verra en photo juste après. Il revient sur une opposition. On est à la moitié du livre, il est assez facile à lire, hein, c'est la querelle de l'art contemporain, c'est à la fois on pourrait le dire de cette façon-là, il serait content. J'ai préparé le terrain pour que vous ayez envie de le lire. Voilà. Première partie de l'art moderne à l'art contemporain, une locution incendiaire, art contemporain, la question de la chronologie, les années 60, l'explosion artistique, vous voyez, Duchamp assassiné, Buren, le minimalisme, l'art pauvre, sculpter le corps politique, on a fait tout ça, on a assuré comme des bêtes, vous avez bien fait de rester. Les années 70, la grande exposition d'Harald Zeeman, quand les attitudes deviennent des formes, voilà, comment l'art devient plus tellement dans les musées. Et j'en suis à la deuxième partie ici, avec le déclin de la modernité. Et je voudrais vous lire un petit passage de ce livre, puisque Marc Jiménez a écrit sur Adorno, qui est un des penseurs dont je voudrais parler, sur Adorno. Voici Adorno, qui va s'opposer. Alors ça, c'est très bien. Ce sont des tout petits livres chez Alia. Ça coûte 6,20 € ou 6,50 €. Ça, c'est vraiment très bien. Et c'est pourquoi ça coûte pas cher, parce qu'ils ont 54 pages. Voilà, simple. Et puis, dans ces petits livres, voilà, Adorno, dont on voit avec ses autoportraits photographiques à quel point c'est un homme de la joie, de la découverte de la modernité, qui va être opposé dans ce petit bout que je vais vous lire du livre de Marc Jiménez à Clément Greenberg, qui était le grand théoricien de l'art américain, en fait. Pollock, le Colorfield, Rothko, Barnett Newman, etc. Ce qui va nous intéresser ici, que je peux résumer en une phrase, c'est qu'on est en train de terminer la modernité, le déclin de la critique moderniste entre Greenberg et Adorno. En 1936, ça remonte un peu en amont de mon histoire, le Museum of Modern Art de New York consacre une exposition au cubisme et à l'art abstrait. L'année suivante, l'American Abstract Artist est fondé. Dès 1939, dans son article Avant-garde et kitsch, Greenberg expose les premiers éléments de sa future vision moderniste de l'art. Si je résume pour ceux qui n'aiment pas la lecture, c'est que Greenberg et Adorno croient à la nouveauté de la modernité, de table rase du passé. Je n'ai pas arrêté de le répéter, j'ai l'impression que j'ai dit que ça tout du long. Pour faire court, avec ce qu'on va voir aujourd'hui, avec ce qu'on a vu hier, on sort du modèle moderne et on est dans le contemporain. Un rapport au temps différent, un rapport à l'ancien, au passé. Je vous ai dit que le moderne avait plutôt tendance à faire table rase. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, les Allemands ont une histoire à relire et elle est lourde. Et ils ne vont pas faire semblant, Fassbinder, Polke ou Richter.
Et cette relecture du temps, finalement, le contemporain est beaucoup plus passéiste, si on peut dire ça comme ça, de façon amusante, que l'art moderne. Cette relecture de formes nouvelles, de politisation aussi, parce que chez Greenberg et Adorno, ce que Jiménez va rappeler, le voilà, c'est que finalement, il y avait dans ce regard formel américain peu de politique, peu d'engagement en politique. Greenberg expose les premiers éléments de sa future vision moderniste de l'histoire de l'art. Il oppose le kitsch, culture du divertissement, populaire, commerciale, produite par le capitalisme industriel, et l'avant-garde, culture élitiste, certes, mais culture révolutionnaire, qui assure le sauvetage de l'art contre sa corruption par le kitsch. Voilà. Ce que dit Adorno, c'est qu'il y a un enjeu dans l'art moderne de lutte politique, c'est le grand public, et on pourrait mettre le pop art, il n'en parlera pas. La culture, les objets de la vie de tous les jours vendus par la société industrielle donnent du kitsch, donnent du mauvais goût, et l'art n'a rien à voir avec ça. Vous comprenez qu'avec tous les gens que je vous montre depuis 2 semaines, parce qu'on en est au 20e épisode, cette question ne va plus être à l'ordre du jour. D'opposer le kitsch, le grand public, le goût de touche produit par l'industrie aux révolutionnaires de la peinture moderne. Les peintres européens constituent à cet égard des modèles d'avant-gardisme. Picasso, Braque, Mondrian, Kandinsky, Brancusi, même Paul Klee, Matisse, Cézanne tirent principalement leur inspiration du médium qu'ils utilisent. C'est Greenberg qui parle. Ce qui anime leur art semble résider au premier chef dans cette pure concentration sur l'invention, dans la pure invention, ordonnancement d'espace, de surface, de forme, de couleur, en excluant tout ce qui n'est pas lié à ces facteurs. Greenberg, ce qui l'intéresse, c'est un art dont la pureté serait ce que le médium, ce que le moyen de la peinture va fournir. Voilà, sans vraiment la définir, la pureté de l'avant-garde est un art dans lequel le contenu doit se dissoudre aussi complètement dans la forme que l'œuvre plastique ou littéraire ne peut se réduire à quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Et on voit bien quand on a Pollock en tête que tout ce qui est à voir, c'est ce que vous avez devant les yeux. Adorno, depuis plusieurs années, défend l'avant-garde, principalement en musique, en littérature, et ses références sont identiques à celles de Greenberg, James Joyce, Schoenberg. Ce n'est pas le plus simple formellement. Sans concession pour les compositeurs qui, tels Stravinsky, renoncent à suivre la voie de Schoenberg, celle du matériau musical rationalisé de plus en plus. Pour Adorno et pour Greenberg, l'avant-garde doit être radicale, formelle. Greenberg reformule pour son propre compte la thèse de Lessing, le théoricien du romantisme allemand, qu'il avait écrite en 1766. Voilà. Lessing opposait chaque art doit à sa particularité. Les romantiques avaient fait ça. Et pour Greenberg, la petite différence, c'est que la pureté picturale se traduit par l'espace plan de la toile, 2 dimensions, interdiction de profondeur d'effet de volume propre à la sculpture. Voilà, et il va parler de ce color field, le champ de couleurs qu'on a vu avec Barnett Newman, Rothko, Motherwell. Voilà. Tout cet élément-là fait que Adorno et Greenberg sont défenseurs en un sens d'une même peinture. Ils ne s'entendent pas sur d'autres choses. Ils tentent, Greenberg, de dégager l'essence même du modernisme, plan, bidimensionnel, ce que la peinture ne partage avec aucun autre art. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette petite image qui illustre le livre. Ce qui va, et Greenberg, par exemple, quand il s'intéresse à l'art de son époque, on est dans nos années, voilà, il dénie tout talent à Richard Serra, à Walter de Maria, celui qui a fait le chant de foudre, ou à Robert Smithson, celui qui a fait la spirale Jetty. C'est pas de l'art, ça rentre pas, ça m'intéresse plus parce que ça sort de son domaine d'art pur, on pourrait dire ça comme ça. Même chose pour Greenberg quand il parle du Guernica, voilà, puis dans lequel il voit, on a des photos de toutes les étapes du travail, un fouillis de noir, de gris, de blanc, plat évoquant une scène de bataille sur un fronton qui serait passé sous un rouleau compresseur défectueux. Greenberg écrit très bien. La seule concession qu'il verra, peut-être, c'est un petit peu de John Cage. Mais sinon, la nouvelle génération, les happenings, le minimalisme, le pop art, l'art conceptuel, n'accepte plus le diktat de Greenberg sur les limites de la peinture et
veut basculer, et on remet un petit coup de Rauschenberg, l'art doit être dans la vie dans l'art, le tableau il dépasse, il n'est pas plan, il y a des trucs qui pendouillent, on peut entrer dedans, ma propre image ombre de spectateur va jouer à l'intérieur. Un peu plus loin, la page 121, Théodore Adorno, la fin de la modernité. Greenberg dit qu'il l'a rencontré. Adorno lui considère que l'art ne saurait transmettre aucun message politique. Parce que la théorie moderniste, elle est puriste, en fait. Rien ne doit dépasser. Les considérations désabusées, conclut Jiménez, d'Adorno vers la fin de sa vie, les interventions très discrètes de Greenberg après 1970, révèlent sur un mode différent un malaise identique face aux nouvelles formes d'expression artistique qui ne répondent plus aux normes et aux critères encore en vigueur pour l'art moderne. Si vous avez suivi, tout doit être formel, tout doit être pur, et effectivement, tout ce qu'on vient de voir depuis 2 semaines ne l'est pas. Et c'était l'idée d'ailleurs. Il est certain, par exemple, que les œuvres présentées lors de l'exposition organisée par Harald Zeeman en 1969, Quand les attitudes deviennent formes, échappent à toute interprétation de style greenbergien ou adornien. Cette manifestation révèle le caractère désormais périmé d'une construction linéaire, continue et progressiste de la modernité. Je recommence doucement. Vous vous rappelez que j'ai commencé il y a quelque temps en disant l'histoire de l'art est finie. L'idée d'une histoire qui serait linéaire, continue et qui progresserait et que la modernité aurait suivi, c'est fini en fait. C'était une sorte, et c'est là où je vais devoir parler de postmoderne, on sort de ça, c'est fini en fait. On a appelé ça, c'est Lyotard, le philosophe dont je vais vous parler dans un instant, il parle de méta-récits, c'est-à-dire des grands récits qui racontaient une espèce de grande histoire à la Homère, on va dire, homérique, on pourrait s'amuser de ça, en disant voilà, des romantiques, des impressionnistes, après le réalisme, du futurisme, du cubisme, tout le monde un coup de pied dans le tas à chaque fois, on remet tout à zéro, on peut aller plus loin. Ça marche plus en fait, ce récit-là est terminé. Notamment sur cette question qui va intéresser Adorno et sur lequel certains des commentateurs le suivent plus, c'est celui du kitsch, celui de la vie de tous les jours dont le pop art nous remplit. Voilà. Le capitalisme tardif conduit à une interprétation pessimiste de la survie de l'art dans l'univers marchand d'une société de plus en plus administrée et soumise aux impératifs économiques. C'est un de ses derniers livres qui s'appelle Théorie esthétique, paru en 70. Le monde dans lequel Adorno, je ne me jugerai pas, je vais le dire d'une façon amusante, peut-être il a vieilli, cette nouveauté colle plus à ce qui peut aller pour lui et qui semblait la représentation de la nouveauté. Ce jeu de la nouveauté, il n'existe plus. Et on en vient à ce livre de 79 qui s'appelle Le postmoderne. Je ne serai pas très long, on va voir de la peinture. Un nouveau récit, dit Jiménez, celui de la postmodernité, déjà esquissé sous ce nom au début des années 60. Et vous vous rappelez, je les montrerai dans 2 jours, que quelques peintres se sont amusés à faire une sorte de BD peinte pour casser la gueule à Duchamp. Toute la nouveauté, ce paradigme moderne, on l'a vu avec Nathalie Heinich aussi, a disparu pour basculer sur le dessous. L'exposition de la nouvelle subjectivité, Christo, le réalisme avec Hockney, les piscines de Beverly Hills. On va voir l'expo de 72 du Grand Palais avec la coopérative du Malassis demain ou après-demain. Voilà, cette exposition de 75 enregistre l'une des tendances majeures des années à venir. Mélange des styles, je fais un résumé, je suis un peu long, pardon. Hybridation des formes, référence au passé, usage de la citation, éclectisme, affirmation de la subjectivité de l'artiste, individualisation de sa pratique sans souci d'appartenance à un courant quelconque. Je la refais doucement parce que c'est tout ce qui résume ce que j'ai dit jusqu'à la semaine prochaine et tout ce qui nous arrivera si on se retrouve. Il n'y a plus de récit général, il n'y a plus de grands mouvements, il n'y a plus de isme, c'est fini. Merci Adorno et merci Greenberg. À la prochaine. Mélange de styles, on peut changer. Vous allez voir que Sigmar Polk fait de la photo, de la photocopie, de la sculpture, de la peinture. Richter, de la peinture abstraite, de la peinture conceptuelle, de la peinture figurative, de la peinture photographique hyper réaliste. Tout est mélangé. Mélange des styles, hybridation des formes, référence au passé, c'est-à-dire plus de nouveautés. Usage de la citation
éclectisme, affirmation de la subjectivité de l'artiste qui se traduit par une individualisation de sa pratique, sans souci d'appartenance à un courant quelconque. On n'a plus de problème. Alors, on aura le trans-avant-garde dont je ne parlerai pas. L'acte de décès de la modernité. En 1982, et je termine sur cette citation, pardon d'avoir été long, mais c'est important de m'appuyer toujours sur de la pensée qui est à côté. À propos d'un article de Jean-François Lyotard, il ne s'agit ni d'ignorer ni de se détourner du passé, mais bien au contraire de parcourir délibérément celui-ci. C'est le théoricien de la trans-avant-garde qui dit ça. Toutes les traditions, toute l'histoire de la culture va nous intéresser. En 82, à propos d'un article de Jean-François Lyotard sur son ouvrage La condition postmoderne, il précise la fin de la croyance dans une transformation sociale et politique à laquelle la modernité artistique s'imaginait pouvoir contribuer. Je vous rappelle que ces transformations modernes ont été beaucoup accompagnées de croyances dans un changement politique, d'une nouvelle façon de vivre. C'est fini. Persuadé d'une possible réconciliation entre la grande culture et la culture commune, vous comprenez que le kitsch du réalisme capitaliste de Adorno, c'est pas possible, on peut le résoudre. Et on l'a vu hier avec le pop art anglais. Voilà. Comment prendre des objets de la vie de tous les jours, des disques, des posters, et pouvoir travailler avec sans faire une séparation grande culture, culture populaire. Ce qui va nous donner des trucs complètement kitsch également. On va se régaler. L'abstraction équivaut à la modernité progressiste et le figuratif était associé au conservatisme. Avant, ce qui était nouveau, c'était d'être abstrait. Sans doute, vous avez, vous, des amis à vous, ce réflexe-là de se dire ah oui, pour faire moderne, il faut être abstrait, en fait. C'est fini, ça. Et figuratif comme symbole de ringard passé, c'est fini aussi. Cette opposition-là n'a plus lieu, c'est ça le postmoderne. Ils peuvent donc désormais se retrouver, ces objets opposés, librement, sans nostalgie, dans les différents styles du passé. Le terme postmoderniste trouve son origine dans ce contexte de l'architecture américain, parce que c'est d'abord une idée de jouer avec des citations, des éléments de l'un par rapport à l'autre. Et j'en viens à Lyotard. On tient pour postmoderne l'incrédulité à l'égard des méta-récits, c'est-à-dire cette idée de grand histoire. En clair, cela signifie que les grands discours religieux, dit Jiménez, métaphysiques, politiques, moraux, scientifiques, fondés sur la logique moderniste du progrès de l'humanité, ont perdu toute légitimité. Plus personne ne croit à la paix universelle, au bien-être planétaire, à l'abondance pour tous. Vous allez dire, ils ne sont pas très joyeux, les gars. Enfin, ils ont un peu compris. On est en 79, dans quoi on est. Voilà, cette idée d'une sorte de grande philosophie des Lumières qui venait de notre romantisme. On est en train de boucler la grande histoire. L'un des phénomènes les plus caractéristiques de l'âge postmoderne réside, selon Lyotard, dans la mercantilisation du savoir. Le savoir est à vendre, sauf le mien. Si vous voulez faire un petit don, mais sinon, il est gratuit. Le savoir est et sera produit pour être vendu. Il est et sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production, dans les deux cas pour être échangé. La postmodernité apparaît donc comme un phénomène global auquel ni l'art ni la culture ne sauraient échapper, pas plus qu'ils ne peuvent se dérober au monde de la marchandise. On va retrouver sous peu des engagements politiques, même dans les images, avec la figuration narrative. L'abandon, et j'arrive vraiment à la fin, l'abandon de toute référence à la modernité, dit Lyotard, est irréversible. Il concerne le monde de l'art et sur ce point, Lyotard ne se trompe pas, l'artiste, le galériste, le critique, le public se complaisent ensemble dans le n'importe quoi. Ce réalisme du n'importe quoi est, en sous-jacent, celui de l'argent. Voilà. Un petit résumé fastoche. Comme je ne lirai pas tout et qu'on me dit que j'arrête pas de faire ça, arrête de faire ça. La thèse de la condition postmoderne, c'est que le progrès des sciences rendu possible et exigé à la fin, c'est la fin de la crédulité à l'égard du méta-récit de la modernité. La modernité va nous sauver, va nous nourrir. L'émancipation du sujet rationnel de Hegel, c'est-à-dire il y aura une espèce de progrès sans fin, c'est fini. Les méta-récits ne peuvent plus fonder le savoir. On ne peut plus être dans une grande histoire, le communisme, le monde libre. L'histoire ne peut plus être interprétée comme le lieu d'un accomplissement de l'humanité. Et j'en viens aux Allemands, parce que un de ceux qui est au cœur de cette question-là, c'est Fassbinder.
qui est un cinéaste invraisemblablement audacieux sur les contenus, prolixe, il va mourir très jeune. Et notamment, dans ce rapport, il va travailler sur l'histoire. Il va écrire des pièces, il va écrire des textes, il va monter une troupe, il va réaliser une quarantaine au moins de films en très peu de temps, en moins de 20 ans. Mais il va, par exemple, dans cette commande pour la télévision, faire une sorte de relecture du chef-d'œuvre allemand Berlin-Alexanderplatz. Il va aussi, j'aimerais y revenir un autre jour, je ne sais pas dans quoi je vais le faire rentrer, mais son premier film de 66, c'est un court-métrage, Le Clochard, qui est inspiré du signe du lion d'Éric Rohmer. J'ai l'impression que dans le rapport à la littérature, le cinéma est en complet connivence. Fassbinder va aussi créer des rôles pour des femmes qui sont à la fois des héroïnes un peu cassées et qui sont une façon de regarder la société en marge allemande et toute son histoire. Le voilà. Le kitsch, c'est pour lui. Au revoir Adorno. Il est habillé tout le temps comme ça. C'est sa meilleure coiffure. Réalisateur, voilà, passer d'un monde à un autre, il n'y a plus de différence de support, de technique, tout peut être fait. Voilà, sans doute un de ses meilleurs, on va dire ça comme ça, avec la merveilleuse sa compagne, même s'il est bisexuel, donc il va aussi filmer ses amis, le merveilleux film Tous les hommes s'appellent Ali, Anna Schygulla, et sur la fin de sa vie, cet ours d'or à Berlin. Des relectures de l'histoire de l'Allemagne, en fait, qu'on va revoir aujourd'hui, dans laquelle je ne vais pas m'aventurer, mais on est en 65, la guerre s'est finie en 45, vous connaissez les punitions, l'armée, le rapport à l'idéologie, c'est assez clair, et Lili Marlène, c'est une façon de montrer, vous voyez la croix gammée qu'elle a derrière elle, l'histoire, enthousiaste de cette période en Allemagne, parce qu'il y a un échange politique incroyable dans ces années 20, avant que Hitler ne prenne le pouvoir, et cette transformation tout doucement d'une société qui désire, n'arrive pas à résister à cette ascension prévisible. Les démons de l'Allemagne étaient plutôt mis de côté, et les artistes qu'on voit aujourd'hui, Fassbinder en tout premier, va mettre le doigt là où ça fait très très mal. Il va aussi filmer Des mauvais garçons inspiré par le texte de Genet, dont je m'amusais à vous montrer l'affiche. Celle-là est plutôt pas mal. Avec celle-là, on voit à peu près de quoi ça parle. Des marins, il s'appelle Querelle et il a tendance, il joue au dé, vous regarderez qu'est-ce qu'il met en jeu. Sa sexualité multiple, on va dire ça comme ça. Et puis il s'appelle Querelle parce que ça peut lui arriver de buter des gens, en gros. Voilà, ce qui intéresse Genet, puisqu'il a été célébré par Sartre, hein, et Fassbinder, c'est comment cette marge va raconter l'histoire générale, en fait, comment les mauvais garçons sont aussi le portrait de ceux qui racontent la vraie vie. On l'a vu un peu hier, je crois qu'on peut le rapprocher de cette école de l'évier anglaise, hein, on peut avoir des choses tout à fait banales, mais chez Fassbinder, chez Lupertz, chez Richter, une façon de chercher vraiment d'appuyer là où ça ne va pas. Si vous voulez en voir une belle collection en DVD. Je ne parlerai pas de Beckmann, si, un petit vite fait. Ça n'a rien à voir, mais je trouve ça trop beau. 1900, 1920, le début de l'expressionnisme allemand, c'est trop beau, je n'ai pas pu le mettre dans tous les cycles. Alors, autoportrait avec bulle de savon, on voit tout le rapport au symbolisme, une sorte de autoportrait avec bulle de savon, c'est à la fois niais, à la fois tout à fait inquiétant. Des gravures en autoportrait, il fait beaucoup d'autoportraits, Max Beckmann. À Florence, quand ça se passe encore bien, 1907, on est dans une fin d'impressionnisme, de peinture fauve, il est tout jeune. Double portrait, déjà on questionne le genre. Des merveilleux dessins chez Max Beckmann. J'aurais pu montrer, il est en un sens plus connu, Autodix, mais j'aime bien chez Beckmann la photo de Max Reger, le portrait de Max Reger, une sorte de déformation expressionniste qui va ressembler à mon Baslitz qui est dans le dos. Baslitz va inverser les personnages, et je ne me suis pas trompé, la tête est en bas pour qu'on ne regarde pas seulement le motif, qu'on dépasse avec cette peinture qui n'est plus abstraite ou figurative, qu'on aille plus loin, qu'on regarde comment c'est peint. Il est quand même bien ressemblant, le Max Reger. Une sorte de capacité à composer. Il a grossi sa tête, c'est un gros monsieur, il a grossi son corps, il a l'air d'exploser, mais il a l'air d'exploser à l'intérieur
de son costume. Il a l'air d'être plus à l'étroit dans le cadre de la toile qu'il ne peut l'être. Elle sort par le haut avec ses cheveux, à droite, à gauche avec ses épaules, et ses mains sont posées comme sur le rebord. Il y a un contrôle de la composition chez Beckman qui fait que tous les éléments sont là pour gêner la lecture. Non seulement ça s'appelle La Nuit, on voit une espèce de métaphore horrible de torture, de brigands qui entrent dans une maison et maltraite tout le monde, mais dans les angles, voilà, ça tire vers le haut, ça tire vers le côté, même l'angle des jambes de la dame, tout est fait pour déformer l'ensemble. On est qu'en 1920, 18-19, et c'est déjà d'une très très grande modernité. Ce qui me plaisait de vous montrer, c'est que ces séries d'autoportraits, j'ai choisi que ceux-là de Max Beckmann, où il est en costard un peu chic, avec sa clope un peu mondain. Il y a une espèce de déformation légèrement monstrueuse de son visage, de la précision de l'image, la posture avec le cigare, le côté engoncé avec son costume, presque quelque chose de l'ordre de l'illustration dans l'utilisation de tout l'espace, des jeux de reflets qui pourraient être tout à fait surréalistes. Ce n'est pas son cas. Hein. Il n'est pas proche de ça. On est dans la couleur forte. Ça, c'est un pur chef-d'œuvre, il me semble, de 27 de sobriété. Sa main tournée suffit à montrer qu'il y a un petit problème quelque part. Mais dans la façon de travailler le fond, on n'est pas loin de ce qu'on va voir là. Voilà, même chose avec Marlène Dietrich, qui est de la même époque, qui nous donnait la Lili Marlène que voilà. Regardez du Max Beckmann, une merveille. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas exagéré. Sigmar Polk est le peintre le plus intéressant de tout ce que je vous ai montré. Le plus intéressant. Devant Gerhard Richter, que vous allez préférer, bande de canailloux, parce que c'est plus joli. Polk, je vais le prononcer de cette façon-là, je demanderai à ma coacheuse plus tard si c'est correct. Sigmar Polk, c'est un peintre dans tous les sens du terme. Si vous aimez la peinture, vous allez vous régaler parce qu'il est capable de passer dans tous les univers du visuel. Une superposition d'images les unes sur les autres. Avec un type qui grimace, un visage en train de se faire un câlin, un saucisson qui pendouille à une montagne, tout un jeu, tout en bas des images qui viennent du monde de la caricature, des sortes de superpositions très en dessous qui ont été recouvertes, un jeu qui me donne la possibilité de faire aujourd'hui une présentation bordélique au besoin, puisque Sigmar Polk qui peut aussi faire ça. Une petite scène semi-érotique de massage, ça a l'air sympa ce massage, mais sans rapport avec son fond, sans rapport avec cette espèce de torsion qui se balade tout autour. On est dans les années, on va dire, 64-80, exactement mon curseur. Le motif représenté en peinture couleur n'a rien à voir avec le motif représenté en dessin dessus, la figure. On n'a plus du tout d'opposition, figuration, abstraction. C'est pour ça que j'avais besoin de vous redire cette querelle, ce dépassement, on est dans le postmoderne. J'ai juste précisé, c'est important que je leur dise une énième fois, que postmoderne, c'est un terme qui a été un peu mis à toutes les sauces, il vient surtout de l'architecture. Et dans ces années 79, 90, 95, ça a beaucoup postmodernisé, et puis après, on va se calmer pas mal. Maintenant, c'est à nouveau daté, en fait, c'est une période historique. Donc, il ne faut pas le balancer à toutes les sauces. Mais pour un petit repas de famille, dire que tout le travail des artistes postmodernes vous intéresse, ça posera un peu l'ambiance. Le travail de Polk, c'est aussi un jeu avec cette espèce de graphisme venu du monde des pulps, venu de l'illustration, enfantin, avec ces petits personnages de cirque, repris avec de la couleur derrière. On n'arrive pas bien à voir ce qui est derrière, on dirait une espèce d'architecture. Par-dessus, les couleurs ne suivent pas les personnages. On a tout en bas une espèce de motif abstrait pour être de la nappe collée ou un élément de retour. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est très grand. Et son voisin, c'est le même, mais avec les vides qui sont restés. On peut s'amuser presque à chercher qu'est-ce qui est... Ça m'a l'air d'être lui qui est là, mais non, c'est pas lui. À la fois une image très simple, presque illustrative, on pourrait dire, et à la fois la construction de l'image, la façon dont elle est faite est très, très élaborée. Que ce soit dans les dessins, des petites choses qui auraient l'air de venir du monde du kitsch et de votre petit ado de 14 ans
qui vous sert de neveu ou de petit-fils, mais à chaque fois, quelque chose qui pioche dans le décoratif, dans le kitsch, dans le signe graphique. Ça pourrait être le serpent à droite presque du Warhol. Les personnages stylisés comme ça pourrait être, on y viendra plus tard, du Kessaring, l'espèce de graffiti qui vient dans la rue, collé sur du tissu, du napperon. Des images qui ont l'air de venir de littérature érotique, mais sur lesquelles la dame ressort beaucoup parce qu'elle est pixelisée, donc elle pourrait venir d'un mauvais magazine. Il y a un rideau derrière, on croirait un chevalet, un rideau de suite. Les petites bulles semblent comme des papillons. La couleur est assez délicate, on est encore sur un tissu. Mais le tissu a été teinté avec une couleur presque aquarellée, presque douce, dans lequel on retrouve, il y a une espèce d'archéologie en fait dans les images de Polke qui est passionnante parce que on voit que les petites impressions là, ça pourrait être des pochoirs qu'on retrouve ici, qu'on retrouve sur le côté, qu'on retrouve dans les seins de la dame, qu'on n'avait pas vu vraiment, qu'on retrouve par-dessus la couverture comme une espèce de pétille. Pas du tout une image érotique porno détournée comme le ferait Warhol, on est très loin de ça, on est revenu dans la peinture. À tel point que sur certains motifs, on a du mal à se demander si c'est abstrait, c'est une coulure, c'est un paysage, et c'est ça qui leur donne une espèce de beauté intrigante. À la fois parce que ces coulures semblent découper une montagne, mais en même temps, retour au point zéro, on est sur un châssis, on le voit, il est en bois derrière. Il a retourné le châssis, il a peint sur le mauvais côté. Pas tout à fait. Et ce qui me servait de fond tout à l'heure est une espèce de tache d'encre, paysage, motif disparu par ses rainures, intrigante, qui donne une espèce d'objet abstrait, ni paysage, ni rythme abstrait. À tel point, et c'est là où je voudrais, ce que je voudrais partager de plaisir, en fait, c'est que chez Sigmar Polke, il y a toujours des surprises pour le spectateur. Citation. Sigmar Polke, c'est Blisten qui le redit, introduit ses ennemis jurés de la peinture que sont le ready-made, la photographie, pour en faire le support de sa pratique picturale. Il n'y a plus de catégorie. Il va utiliser des objets de la vie de tous les jours, des objets venus du monde des magazines. Dès 1963, avec Lug et Richter, il parle de réalisme capitaliste, puisqu'il est dans un pays est-allemand, l'Allemagne, qui parle de réalisme socialiste. Donc, il s'agit de se débarrasser de ces représentations grandiloquentes de pouvoir qu'on peut imaginer facilement ou voir en Chine, en Allemagne de l'Est, en Yougoslavie, des grands portraits qui techniquement sont très beaux d'ailleurs, mais qui sont de la photo multipliée en géant pour affirmer un message. Il s'agit de sortir de ça. Mais quand on passe d'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest, qu'est-ce qu'on se tape? Du réalisme capitaliste, c'est-à-dire du mauvais Warhol qui nous vend des saucisses. Voilà, le réalisme capitaliste, il associe, il en fait une peinture de la parodie, du simulacre, un art de la séduction, au sens où Baudrillard entend que rayonne dans le vide tout ce qui est transgressé comme une solution imaginaire. Il va détruire toutes ces images, tout mélanger, travail de sape, provocation. Et Polk dit une chose tout à fait étonnante, la peinture est pour moi une immense ignominie. C'est-à-dire, je cherche à détruire tous les signaux, les mélanger, remettre tout à zéro, les reconnecter ensemble. Et c'est chez Hockney, on avait quelque chose de cet ordre-là, dans le graphisme simplifié avec un mélange de couleurs. Voilà, une photo issue, ça avait l'air bien, les camps naturistes en Allemagne, sauf quand la dame amoureuse de vous prend une fourche. Ils ont l'air de bien se marrer. Cette image est recopiée, pixelisée sur un plexi qui lui-même est collé sur l'arrière d'un châssis, qui lui-même est intercalé d'un motif floral. On a quelque chose qui est de l'ordre de la peinture, de la décoration, un jeu avec la couleur. Voilà. Tout événement plastique, dit Polke, ou même historique, peut se retourner contre lui au point de signifier le contraire exact de ce qu'il était censé exprimer primitivement. C'est la fin des méta-récits, c'est-à-dire on n'a plus un grand truc à raconter, on est un peu sceptique, on est un peu triste aussi. Voilà, le postmoderne, ça va donner quelque chose d'un peu
tristounet, et les images se floutent, en fait. Ce jeu avec la peinture, c'est une façon de questionner aussi l'archive. Ça, c'est une image de science sur les recherches optiques que Polk va reprendre, déformer, recolorer, rendre flou. À tel point que vous allez chercher qu'est-ce qui est censé représenter ce qui est autour de nous. Rien ici, une peinture abstraite. Il peut passer de l'un à l'autre. Ici, un petit peu quand même. Et il y a chez Polk quelque chose de moins dur, radical que la peinture, que l'art conceptuel qui voulait montrer le monde des images dans lequel on est. Il y a toujours quelque chose d'assez doux dans le jeu d'encre, d'aquarelle, de couleurs. Et de façon de jouer avec la perception du spectateur. Il y a quelque chose qui, pour des peintres, est tout à fait intéressant parce qu'il y a une lecture au moins à 4 niveaux de toute cette superposition d'images. Jusqu'à des choses très très abstraites, on en voit encore des petits bonhommes là-haut. Ils sont là. Il sait très bien peindre et styliser. On a un bout d'œil. Hop, ça y est, hop, un autre. Ça y est, on est reparti. On va pas s'en sortir. Une silhouette, non? Une silhouette de bonhomme? Je sais pas. Peut-être. Ah si, un petit John Lennon. Toc, a disparu. C'est fait pour ça, la peinture. Ça pousse à regarder. On peut y voir quelque chose d'inquiétant, y voir quelque chose de mouvementé, de doux, y voir quelque chose de complètement décoratif et kitsch. Plus rien voir. Cet aller-retour entre tous ces niveaux d'image, une merveille de superposition. Je ferai sourire ceux qui aiment les running gags, le fils de Robert Rauschenberg. Monsieur Jérôme. Sigmar Polk. Voilà, une interrogation dans une exposition qui a eu lieu fin 2019 au BAL, le très beau musée de la photographie à Paris. Voilà, le photographique, vous vous rappelez qu'on ne dit plus la photographie, on est, grâce à Rosalind Krauss, on s'intéresse à cette circulation des images, comment les images peuvent se retrouver, mais ici, recopiées telles que venant d'une gravure ancienne. Et on a vu que Hogarth avait inspiré David Hockney sur des petits fantômes qui pourraient être presque des pommes chips, quoi. Un décor, des coulures, un régime d'image difficile à qualifier. On n'est plus dans les catégories et on est dans quelque chose qui ouvre des voies très intéressantes sur ce mélange possible. Voilà. Des choses qui pourraient être du cinéma. Et voilà pourquoi ma semaine s'appelle le devenir cinéma de l'art contemporain. À la fois, le spectateur va complètement se faire des films, et à la fois, l'enjeu de tension entre toutes ces superpositions de formes va être l'occasion de questionner la narration, de questionner ce que ça raconte. J'ai une double petite surprise pour terminer. Voilà, quand il colore, je trouve ça très très beau. Vous avez vu que c'était des très très grands formats. On peut vraiment se balader dedans. On est à la frontière qui est intéressante sur l'histoire de la peinture abstraite du décoratif, c'est-à-dire ça pourrait être un blouson, ça pourrait être une jupe, des gigaules. Mais quand on est face à la peinture, quand on voit la trame, la matière sur laquelle il travaille, il n'y a pas de doute. Les deux petites surprises que je voudrais vous montrer, c'est que Sigmar Polk aime la photo et surtout, il a un vice merveilleux. Il aime jouer avec les photocopieuses à une autre période de sa vie. Si vous avez déjà joué, vous mettez la feuille pas tout à fait droit et ça va commencer à faire du bordel. C'est-à-dire que l'image va se dédoubler, ça va partir en vrille. On voit la main de Sigmar Polk qui va utiliser cet outil dont je vous disais hier que David Hockney aussi se passionnait pour la reproduction simplifiée. Voilà. La trame, la déformation qu'on a vue dans les peintures vient aussi de ce jeu de multiplication. Je repense à ce merveilleux livre de collage L'homme sans tête de Max Ernst, où il prenait des objets qu'il associait, dissociait. On est dans des gravures de cet ordre-là qui pourraient plaire à Topor aussi. On est dans la réutilisation, réinterprétation. Voilà, quand c'est exposé au BAL, vous voyez que toutes les images, ça peut être la même photocopie qui est travaillée de plein de façons différentes. La photocopie comme un art, qui nous donne une espèce de motif abstrait où on voit bien ce qu'un peintre pourrait en faire. Un régal. Et puis, sur ces séries de photos, encore plus loin, Polke va s'intéresser, alors là, ça va loin, c'est que dans un livre, il va voir un tableau, un détail des vieilles de Goya,
Oui, la relecture de l'histoire de l'art, la relecture de l'histoire de l'Allemagne va être au cœur du contemporain. Il voit dans ce livre, tableau ancien, 18e siècle, 19e, une radiographie du tableau, c'est-à-dire un scan, qu'il va lui-même photocopier pour le retravailler. Et ce qui intéresse Paul Queux dans cette exposition qui était présentée au BAL, c'est tout ce jeu de photos qui viennent de partout, qu'il va retrouver. Elles ne sont pas à lui, mais il les collectionne. Elles sont inversées, elles sont recolorisées, et elles sont toutes présentées comme une espèce de partie prenante de son travail. Je dirais à double sens, à la fois collection, d'aimer, de garder les choses, champignons, mains, mais aussi comme nourriture pour son propre travail. J'ai assez dit que c'était bien. On a compris. Je vais aller vite. Georges Baselitz, le voilà, va, dans ces années-là, ce qui est né en 1938 en RDA aussi, il est en 1956 renvoyé de l'école des arts plastiques de Berlin-Est pour manque de maturité sociopolitique. L'année suivante, il passe à l'Ouest et avec son ami Penck, que je ne peux pas montrer là, mais qui est tout à fait intéressant aussi, c'est plus radical encore, Penck, c'est intéressant. 61-62, manifeste Pandemonium, influencé par Artaud, un de ceux dont on a régulièrement parlé régulièrement, dans tous ces épisodes, contre le réalisme, une espèce d'entre-deux du langage chez Artaud qui fait qu'on a à la fois des signes et à la fois de la reconnaissance de forme. Ce que Baselitz va décider de faire très tôt, c'est de retourner ces personnages, de les présenter inversés, pour que, on va le voir alors, il se fait, il fait une provocation, font qu'on enlève ces tableaux, puisqu'il a peint des personnages en train de se masturber, des personnages handicapés, des images qu'on ne veut pas voir, en fait. Et c'est ça qui redevient intéressant, qu'on va retrouver chez Richter, c'est que s'il y a le retour de l'image et de la peinture, là, nous sommes face à une gravure, et l'art de Baselitz, c'est aussi celui de la puissance du trait. Aucun contrôle, aucun dessin préalable, on creuse les bottes, les jambes, le nu, le visage coupé, tout est hors cadre, et on a du mal à lire tout de suite ce qu'on a à voir, et la force de la matière devient importante. Voilà, présentée à l'envers. Ce qui est tout à fait intéressant, parce que dès qu'on joue, je ne serais pas content, mais il y a quelque chose d'assez classique finalement dans sa peinture. Mais dès qu'elle reprend son inversion, elle reprend une force de ne pas être finie en bas, en haut, de descendre dans la couleur, de superpositions qui font disparaître ses jus ou de matières un peu plus opaques. Là aussi, de la peinture chez Baselitz, qu'on retrouve dans sa sculpture, qu'il travaille à la hache directement sur du bois. Aucune construction, aucun préalable, à la barbare. Le même Baselitz, grand collectionneur de gravures maniéristes du XVIIe siècle exposées aux Beaux-Arts de Paris. Le même. On pourrait penser qu'il y avait erreur sur la personne. Marcus Lupertz, qui fait aussi partie de cette école, là aussi je vais vite parce que je voudrais développer sur Richter et je suis déjà en retard. Une peinture mal peinte, exprès mal peinte, mais peinte sur le cadre aussi, qui revient, vous allez voir à quel point Richter est beaucoup plus joli, précieux, mais sur le nu, sur le crâne, sur la danse de Matisse, sur la nature, ce qui est un sujet très important en Allemagne. Oui, le cadre joue avec l'ensemble. Cette place des grands récits allemands du romantisme, Lupertz va les lire, voilà, l'Arcadie, le rêve d'une communion avec la nature qui était si présente jusqu'aux expressionnistes allemands, mais même dans le nazisme, cette place du corps nu dans la nature, de la force de la nature qui nous dépasse, on la retrouve dans tout l'esprit allemand. Et donc la relecture de sculpture, de l'académie qui sert à apprendre est une façon, en la déformant, de la questionner, et encore plus quand on met à côté un casque de soldat allemand. Chez Lupertz, dans la sculpture aussi, dans le jeu de la peinture mal foutue, mal faite,
mais assez belle de couleur, qui était exposée il y a peu à la maison Caillebotte de hier, qui était une belle exposition, pas beaucoup de choses, mais suffisant, parce que la matière de Lupert, c'est importante. C'est très mat comme peinture, c'est pas du tout joli, vous l'avez compris. C'est, je vous jure qu'il faut me croire, c'est pas si mal dessiné, et quand c'est mal dessiné, c'est très exprès. Et ça crée une image là aussi qui est complexe à regarder, devant laquelle il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, hein, il suffit de regarder et de prendre le temps d'entrer dans l'image, de voir que ça, il a dû regarder des Cézanne de la fin quand même, dans le modelé du corps, dans voilà, le modelé les passages de l'ombre à la lumière, les volumes, la couleur même. Mais le même peut simplifier et augmenter à 3 le nombre de fesses pour ne pas rester sur du savoir-faire seulement. La peinture va être l'occasion, par l'image, de questionner ce qu'on regarde. Le nu, l'académie, qui, si vous le faisiez très bien, serait un exercice classique du 19e siècle. Un jeu avec quelque chose qui a à voir avec Chirico. Toujours le même motif, repris, toujours ce casque allemand qui revient, toujours le cadre retravaillé, toujours une espèce de guirlande de rapport du corps à la nature alentour dans une grande composition. Mon dernier, qui n'est pas piqué des verres, vous allez en avoir pour votre argent, les amis. Baslitz. Baslitz, c'est facile à résumer. C'est irrésumable. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Richter, qu'est-ce qu'il dit? Figure majeure de la peinture contemporaine, influence grandissante, on a une grande expo à Beaubourg de suite. Critique de la notion d'originalité. Critique de la notion d'originalité, il peint tout à la main. Oui, mais alors on va vite comprendre. Petit dessin précieux, château bavarois, découpé sur un fond actif, on dirait un menu très bien tacheté, d'ailleurs très joli de couleur, mais déchiré, qui fait une espèce de motif de nature immense dans lequel on se retrouve. Peinture de 4 morceaux de la même annonciation du XVIIe siècle, rendu flou. Peinture abstraite. Ça y est, on a perdu tous nos critères. Il nous a tout repris. Je redis la citation de Buchloh. Une critique de la notion d'originalité par sa multiplication potentielle. Il peint. Et on peut juste dire ça de lui. Richter s'approprie tous les sujets possibles, constitue un lexique, un atlas, c'est un de ses livres, qui rend les différents styles indistincts. Des portraits, des paysages, des nuages, des monochromes gris, de la peinture abstraite, de l'intime, de la reproduction, et on va le voir tout de suite. Ce qu'il précisait ici, c'est que les villes mortes ainsi que les Alpes m'ont séduit parce que les unes comme les autres étaient des amas de cailloux, des trucs qui ne parlent pas. Je vais m'appuyer sur l'entretien avec Buchloh. Les textes de ces artistes, quelquefois c'est vraiment des peintres bêtes comme un peintre. Quelquefois ce sont des réflexions qui, je vais exagérer, sont plus intéressantes que la peinture elle-même. Toute la réflexion autour du travail devient passionnante à lire pour regarder le travail, mais à lire tout court, qu'on aime la peinture ou pas. Après tout, des livres écrits par des peintres qui parleraient de la peinture, il n'y en a pas tant que ça. Et notre bon vieux journal de Delacroix parle un peu de peinture et de ses propres tableaux, considérations générales sur les arts, mais quand on a des considérations générales sur les arts des artistes, quelquefois, ça tourne un peu en mauvaise philosophie. Je ne donnerai pas de nom. Des trucs qui ne parlent pas. Qu'est-ce qu'il veut faire en mélangeant toutes les techniques? Supprimer le sujet, supprimer la reconnaissance, supprimer tout ce qui va vous plaire si vous aimez les sujets photographiques, bien peints, colorés. Vous allez aimer une peinture de Richter, tout de suite après, pas aimer du tout. Pourquoi il fait ça? Cette espèce de tension tentative pour communiquer un contenu plus universel. C'est-à-dire, ce que je peins, c'est la peinture. Ce n'est pas le sujet. Il peut disparaître, il peut devenir flou, et le flou va avoir une grande importance. Ce n'est pas le rythme de couleur,
c'est la peinture en fait que je questionne d'image en image. On peut avoir cette peinture qui ressemble à une photo à un point incroyable, dont le léger flou va nous intéresser. D'ailleurs, le devenir cinéma de la peinture, c'est le flou aussi, ou le devenir peinture de la photo, c'est le flou. Très bon livre de Michel Macarius sur l'invention du flou, comment ça arrive le flou. Tiens, c'est un petit bouquin très passionnant. Comment ça arrive le flou? Est-ce qu'on peut, je commence par les provocations amusantes, on peut faire des photos floues, oui, mais puisque c'est une machine, elle n'y arrive pas tout à fait, mais est-ce qu'on peut faire de l'écriture floue, de la littérature floue, de l'architecture floue? Réfléchissez à ça. Comment ce monde des machines dont Benjamin nous a dit qu'elle s'était multipliée, comment elle arrive à avoir son propre vocabulaire, le flou, qui devient tellement inclus en nous qu'il en devient pictural. Alors, Richter, dans ses citations, ne va pas faire semblant de nous secouer les puces. En 64, un jour, une photo de Brigitte Bardot m'est tombée entre les mains. Je me suis mise à la copier en gris sur un de mes tableaux. J'en avais marre de cette foutue peinture. Et reproduire une photo me semblait la chose la plus bête et la plus anti-artistique qu'on puisse faire. Ce qui semble être un exercice de base pour tous les peintres qui débutent, copier une photo, Richter rappelle que c'est plus le sujet de la peinture elle-même. Ou dit autrement que c'est une façon de ne pas peindre vraiment. C'est de rester attaché à la photo. La question, c'est comment on en sort. Cette foutue peinture, toute cette histoire de la peinture qu'il est en train de questionner et qu'on a vu questionner, et on va voir que l'histoire de l'Allemagne va se pointer en grande vitesse, reproduire une photo. À la fois un pur chef-d'œuvre de peinture, qui fait que chaque fois qu'on monte cette bêtise de 88, tout le monde est complètement ébobi, parce que la gestion du net et du flou, justement, de la couleur, très photographique comme peinture finalement, peut se retrouver, je ne copie pas les photos méticuleusement en usant de toutes les astuces du métier, je mets au point une technique rationnelle, puisque je peins comme un appareil photo, voilà, supprimer l'originalité. Le résultat est tel qu'il est parce que j'exploite cette vision modifiée qui apparaît grâce à la photographie. Alors là, les citations de Richter, c'est vraiment du pain béni pour cogiter. La photo donne une vision. Et Richter peint pas d'après nature comme Monet qui met son chevalet dehors. La nature des années 64, c'est la photo. La photo, le monde des médias, s'est intercalé entre le monde et nous. Et maintenant, on voit le monde par les médias. Et rigoler, c'est toujours le cas. Et donc, le peintre, il peint ce qu'il a devant lui, le monde autour de lui, le monde des médias. Je pourrais donner un exemple amusant en disant c'est comme si j'allumais ma télé et que je peigne depuis la télé. Ce que des peintres ne se seront pas privés de faire, évidemment. Le filtre de la transformation des médias va questionner les peintres. On est dans le contemporain à plein. Et on ajoute à cette phrase, qui est déjà bien riche, j'arrive à ce résultat grâce à la photo parce que j'ai mis au point une technique rationnelle, c'est-à-dire le plus neutre possible. Et il y a le petit cadre qui est autour, qui fait partie de la peinture. Il n'est pas en plus. Le flou, le gris, le disparaissant. Comme je ne peux rien dire de plus précis sur la réalité, je préfère parler de mon rapport avec elle. Là, j'ai rien à dire sur la réalité. La peinture ne sert plus à ça. Elle ne peut pas fouiller la réalité. J'ai une distance à elle. Là, on est dans un entretien de 72. Ça renvoie au flou, à la certitude, à l'éphémère, au fragmentaire. Finalement, notre principe de collage fragmentaire, c'est aussi notre rapport au monde qui est comme ça. Il est par un zapping continuel en train de glaner des infos, glaner des images. Et c'est ce qui est en train de construire les peintres qu'on voit cette semaine. Voilà, le devenir cinéma, c'est ce zapping continuel. Flou, incertitude, éphémère, fragmentaire. Nuage, tellement stylisé qu'on dirait une sorte d'esquisse, qu'on pourrait presque avoir fait avec des papiers de couleur. Paysage. On n'est pas loin de l'abstrait. Et puis, plus loin, plus radical encore dans ce que fait Richter, des peintures gris monochrome. On a déjà fait du monochrome depuis le début, Malevich en blanc, Klein en bleu, Rauschenberg en bleu, rouge et jaune, comme Rodchenko. Et là, le gris. Pourquoi le gris avec une image, un monochrome, hein, rien de plus, avec toute la difficulté de prendre en photo un monochrome, hein, surtout quand il y a une vitre devant. On est dans le reflet absolu, c'est déjà le noir de soulage, c'est infotographiable.
Voilà à quoi ressemble la structure qu'il va créer pour montrer les monochromes, pour qu'ils deviennent des sortes d'objets les plus neutres possibles. Mes citations. Pour moi, le gris est l'absence d'opinion, le néant, le ni-ni. Il ne sera pas content s'il m'écoute un jour, je serai très heureux qu'il m'écoute. L'absence d'opinion, le gris, le ni-ni, c'est Lionel Jospin. C'est-à-dire pas ça, mais pas le contraire non plus. Et si vous vous rappelez de la version art contemporain de Lionel Jospin, c'est ce que cherchait Duchamp, c'est-à-dire une beauté d'indétermination. Ni quelque chose, ni beau, ni laid, ni utile, ni pas utile. Mais ce que Richter transforme ici, il n'est pas en train de redire ce que disait Duchamp. Déjà, il l'amène dans le domaine de la peinture et de l'image. Ce que refusait Duchamp, le rétinien, ce n'était pas son truc. Il y ajoute quelque chose de moral, c'est-à-dire absence d'opinion, néant. Le gris, au pire, n'exprime rien, ne suscite ni sentiment, ni association d'idées, en réalité, ni visible, ni invisible. C'est vraiment de l'eau tiède. Cette insignifiance lui confère une propriété de communiquer, de mettre en évidence, de manière presque illusionniste, comme sur une photo. Et je vous rappelle qu'il y a une merveilleuse remarque de Godard qui dit que l'histoire de la photo et du cinéma a voulu rester noir et blanc longtemps pour pour mettre à distance le monde. Aucune autre couleur n'est capable de visualiser le néant. Ce qui fait que cette espèce d'image passée, de joie, du flou, de la mémoire, finalement, c'est peut-être cette image, c'est même pas à lui, c'est même pas de son propre passé, vous allez comprendre. Ce flou de la reproduction, elle n'est pas une façon de mettre à distance le savoir-faire technique, d'être impersonnel, comme si c'était une machine qui l'avait fait. Elle n'est pas non plus dans le fait de jouer avec les matériaux de la peinture à l'époque de la reproductivité technique. Elle est aussi une façon de mettre à distance le monde des images qui est devant nous. Et cette distance du monochrome, elle est une façon, par la vitre, c'est pour ça que j'ai pris cette image, de nous ramener à nous. On est dans quelque chose qui est finalement compliqué et simple, un monochrome, mais qui n'est pas en train d'exprimer l'infini comme chez Klein, il est en train d'exprimer nous. À la façon, j'oserais une comparaison un peu gonflée, mais du Manet, du bar aux Folies Bergères, où le reflet dans le dos de la dame, c'était moi, et ben là, je suis dedans. Et c'est intéressant que ça ne soit pas une démarche radicale, mais celle d'un peintre qui peint abstrait, qui s'amuse à faire des grands formats en couleur, sur lesquels il passe, on le voit dans ce documentaire que vous pouvez retrouver, une raclette, il prend une grande raclette, sur laquelle il passe dessus et il défigure l'ensemble de l'image. C'est très impressionnant à voir fini et à voir en cours. Les peintures abstraites, il y a aussi une réflexion sur le sujet, sont des modèles fictifs parce qu'elles rendent perceptible une réalité que nous ne pouvons ni voir ni décrire, mais dont nous pouvons déduire l'existence. Ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, le truc le plus concret, c'est l'abstrait. Parce que quand je suis devant, je regarde de la matière, je suis devant. Vous voyez, comme un peintre aujourd'hui, 64, 81, parle nécessairement de l'histoire de la peinture et de tout ce qui était avant lui. À la fois, il y pense, à la fois, il écrit dessus, à la fois, il la rejoue. Abstrait, figuratif. Abstrait, figuratif. Abstrait, figuratif. Abstrait, figuratif. C'est pas que joli. On ne peut pas regarder le travail de Richter en niant que des séries de diagrammes techniques liées au monde de l'industrie, il va les exposer telle une peinture, parce qu'on a une image devant nous. Une image qui est à la fois un graphisme séduisant et à la fois quelque chose qui raconte notre monde. À la fois, retrouver des images de son oncle qui était dans l'armée nazie est une façon de questionner l'histoire de l'Allemagne. La figure là où on ne l'attend pas. Et je suis en train de conclure mon histoire. Ça finit en tension. La couleur dans son état le plus simple, le plus élémentaire. Assez beau d'ailleurs. Une relecture de l'histoire de l'art, beaucoup montré, que j'aime moins, moi, que je trouve un peu facile presque dans ce qu'a fait Richter. Vous reconnaissez le nu descendant l'escalier, son modèle, la ressemblance photographique, la disparition de la photographie,
Un jeu avec l'histoire de l'art, ô combien. Même chose. Faut pas se louper. Ici, vous devinez que le rouge, je vous fais deviner, est sur une matière comme un miroir, on va dire, et le miroir étant lisse, il refuse la matière, et donc ça fait une espèce d'écorchure de paysage à la Polke qui permet d'avoir quelque chose qui se reflète, masqué par la couleur. Il y a une variété du travail de Richter qui est tout à fait passionnant. Il est plus ouvert que Polke, mais il y a une sorte de sensibilité dans le travail de Polke que je trouve vraiment saisissante. Toujours interroger l'image, interroger ce qui est autour de nous à tel point que le portrait a l'air de disparaître. Et une série, voilà, ne plus rien devoir imaginer, oublier tout ce qu'on entend par peinture, couleur, composition, spatialité, ce qu'on savait et pensait, tout ceci cessait d'être les prémices de l'art. On ne commence pas par peinture, couleur, composition, on commence par un sujet peut-être, une mise à distance de l'image qui est autour de nous. Et là, le sujet est assez redoutable. En 88, et l'histoire de l'Allemagne est convoquée dans ça, la bande Abadère, entre les années 64 et 80 et 88, donc justement, va mettre des bombes, tuer, et cette bande Abadère va se disloquer. Il y a des documentaires sur ce sujet qui sont assez intéressants parce que j'aime beaucoup le livre de Mathieu Riboulet sur ce sujet, l'Allemagne et l'Italie la plus radicale qui laisse cette révolution de flower power et qui passe à la lutte armée n'est pas la même que celle de la France, qui ne bascule pas à part un petit morceau, mais vraiment épisodique. Ce que Richter peint ici, je l'ai en tout petit, c'est une série d'images, voilà, photos recouvertes, c'est mal recouverte. Madrid, nature, voilà, j'y viens. Une série d'images qui remontre l'arrestation, puis la mort. Ulrich Meinhof, excusez-moi mon accent, qu'on a retrouvé assassiné, image dans le journal, tel que. Warhol a pu faire la même chose, mais là, le flou va jouer à la fois portrait d'une jeunesse en train de se perdre, cadavre, suicide d'Esselin dans sa prison en octobre 77, il est retrouvé pendu, des images qui se mélangent à d'autres objets dans une série présentée autour de ce thème de l'armée rouge. L'ensemble du travail, c'est pour ça que ça s'est mal intercalé, de Richter se résume à merveilleux portrait, audacieux jeu avec la disparition. Je recherche l'image universelle et totale. Mais une image. À demain.